Bonjour et je reçois aujourd'hui sur le plateau pour ce tendance de fonds Marie-Caroline Fonta, portfolio manager chez Notch Tookie et gérante du fonds DGC Franck Muller Luxury Fund, et Rafi Baliozian, vous êtes managing partner chez Janto Global Wealth Management et conseiller de ce même fonds, le DGC Franck Muller Luxury Fund. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors bien sûr, ensemble, on va parler luxe, un secteur économique moteur pour certains pays comme la France, comme pour la Suisse. Une thématique d'investissement florissante aussi ces dernières années avec les beaux parcours de valeurs emblématiques comme Kering ou LVMH pour ne citer qu'elles. On va parler maintenant avec vous de ce fonds DGC Franck Muller Luxury Fund. Expliquez-moi un peu ce qui a poussé en 2014 deux acteurs genevois, donc la société de gestion Notch Tookie et la manufacture de haute horlogerie Franck Muller, à s'associer pour créer ce fonds dédié au luxe. Alors c'était une volonté commune de nos deux maisons. D'un côté, Franck Muller manufacture horlogerie depuis 25 ans, qui est donc un player verticalement intégré. Et de l'autre côté, on a Notch Tookie, une maison de gestion depuis 50 ans, qui gérait des fonds, mais qui n'avait pas de fonds thématique. Donc ce fonds thématique a été créé avec, dans la gestion, une facette qualitative qui est amenée par Franck Muller et une facette quantitative et une expérience de gestion amenée par Notch Tookie. Est-ce que, là je vais me tourner vers Rafi, cette expertise justement dans le domaine de l'horlogerie, elle se ressent dans vos choix d'investissement? Bien évidemment, le groupe Franck Muller, détenant plus de 600 points de vente à travers le monde, nous permet d'établir une tendance de la consommation du luxe par zone géographique, mais également par catégorie de prix. Le fait que le groupe Franck Muller soit un acteur entièrement intégré nous permet d'anticiper, on va dire, la croissance et on va dire l'ampleur des matières premières telles que l'or ou le palladium sur les marges des sociétés du secteur. Le fonds ne se limite pas en revanche uniquement à l'horlogerie et à la joaillerie, car ce secteur n'a en réalité jamais dépassé 15% du fonds. Bon, alors quand on pense au luxe, je vous écoute Rafi, on pense voiture de sport, grosse maison, peut-être effectivement montre prestigieuse, mais on peut se dire aussi finalement qu'acheter un iPhone, c'est aussi du luxe peut-être un peu plus accessible. Quelle est, ça m'intéresse ça de savoir, au sein du fonds DGC Franck Muller Luxury Fund, votre définition du luxe à vous et concrètement, quel genre de valeur vous sélectionnez? Alors, il y a probablement une définition du luxe par individu. Ah, c'est pas simple ça, pour le Non, coup. mais en l'occurrence, pour nous, effectivement, ça va bien au-delà de l'achat d'un sac à main mythique, d'une montre à complication, encore d'une voiture de sport. Le luxe, pour nous, c'est une expérience. C'est un catalyseur d'émotions qui est très sensible à l'âge, le sexe, la nationalité, encore les revenus d'un individu. On a un univers de 160 titres à travers 9 sous-secteurs et notre univers est segmenté en 3. On va aller du luxe accessible au luxe absolu en passant par le luxe aspirationnel qui lui est un petit peu porté sur l'émotion. Bon alors si je résume bien, le luxe accessible ce serait, allez on va dire la Volvo, si je parle de voiture, et le luxe absolu ce serait un peu la Ferrari, c'est ça? Tout à fait. Bon. Mais nous pouvons également donner quelques exemples de sous-secteurs parmi les 9 secteurs que Marie-Caroline a nommés. Par exemple, l'hôtellerie à travers Shangri-La, qui est donc une chaîne hôtelière principalement basée en Asie. Dans les croisières, il y a Royal Caribbean qui a fait l'acquisition de Silversea, une société monégasque spécialisée dans les croisières de luxe. Et dans l'ameublement, nous pouvons parler d'une société française telle que Roche-Beaubois. Bon. Le secteur, il a déjà très bien performé en bourse, c'est pas un secret pour vous. Pourquoi aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, vous estimez qu'il est encore pertinent d'investir sur cette thématique? Alors, il est intéressant de regarder la prime du luxe par rapport aux actions mondiales. Cette prime qui a pu évoluer dans le temps, qui a pu toucher des 20%, aujourd'hui, elle est très faible, elle est proche des 6%. On rajoute à ça des fondamentaux qui sont très solides, avec des marges confortables et majoritairement à 2 chiffres, un bilan qui est sain, des croissances des bénéfices par action, un retour pour l'investisseur qui est élevé. Donc pour nous, des compagnies qui sont plus qu'attrayantes. Tous les indicateurs sont verts. Allez, je vais poser une question un peu provocante, vous me pardonnerez. On pourrait se dire que gérer finalement un fonds de luxe et acheter les grosses valeurs, les gros paquebots du secteur, se laisser porter un petit peu par la performance. Je suis sûr que vous allez me contredire, ça doit être un petit peu plus compliqué que ça. Comment vous les choisissez, ces valeurs que vous intégrez? Et puis surtout, combien de temps vous les conservez? Vous avez raison de nous provoquer. Ces sociétés-là, qu'on peut nommer comme Kering, LVMH ou Richemont, restent quand même très tributaires d'une ou deux marques de leur portefeuille qui génèrent une grosse partie de leurs résultats opérationnels. Pour n'en citer qu'un seul, on peut parler de Kering, qui, à travers sa marque Gucci, arrive à générer jusqu'à 80% de son résultat opérationnel. Dans un deuxième temps, on va quand même regarder des sociétés à forte croissance ou des sociétés de niche. Et nos réunions de gestion que nous organisons tous les 10 jours nous permettent de nous challenger et de trouver des idées d'investissement. Nous avons une vision à moyen long terme, avec un portefeuille
d'une trentaine de titres où nous avons de fortes convictions. On ne cherche pas à faire du trading. Notre portefeuille moyen lors de la détention d'un titre est d'environ 22 mois. On se permet de tester un titre pendant 3 mois. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que depuis la création du fonds il y a 4 ans, nous détenons encore aujourd'hui plus de 50% des titres. Bon, donc un fonds de conviction. Des convictions d'ailleurs qui ne sont pas, qui vont aussi un petit peu chercher des sociétés, des valeurs moyennes, des mid-caps. Comment vous les trouvez ces pépites? Alors c'est juste, aujourd'hui on a exactement 49% de notre portefeuille qui est détenu. C'est presque la moitié. Oui, qui détient des petites et moyennes compagnies. Donc on a 49% avec des compagnies qui sont inférieures à 10 milliards de capitalisation boursière. Et on a une gestion qui n'est absolument pas indicée. On a 28% de notre portefeuille qui n'est pas détenu dans l'indice, c'est-à-dire 12 compagnies. Et majoritairement, celles-ci sont petites ou moyennes. Pour vous donner un exemple, on a notre plus petite qui est Piquadro qui ne fait même pas 100 millions de capitalisation boursière. Et en fait, on va screener le marché, on va chercher vraiment le petit corps de métier. Et si on le peut, on va rentrer dedans. Et on a pu participer grâce à cela à plusieurs acquisitions. On a pu avoir Moleskine ou Yoox dans le passé et participer à l'entrée en bourse de Ferrari. Alors ça, je pense que ça intéresse beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que vous auriez peut-être 2 autres exemples de sociétés comme ça que vous avez dénichées? Alors, on va vous dévoiler 1 ou 2 pépites. Je pourrais vous parler de Malibu Boats, qui est une société américaine spécialisée dans la conception de bateaux destinés au wakeboard ou au jet ski principalement. Ça, c'est le luxe accessible, ça, Rafi? Oui, luxe accessible. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit vraiment une premiumisation de leur offre de bateaux. Donc, on voit une gamme de prix monter. Qu'à travers différentes acquisitions, ils arrivent vraiment également à diversifier leurs produits. Mais on ne va pas juste se limiter sur la partie qualitative. On va quand même regarder la croissance du chiffre d'affaires, quel est leur niveau d'endettement. Si les marges sont confortables, dans le cas de cette société, on s'approche des 20%. Et cerise sur le gâteau, dans le cas de cette société, la valorisation est attractive. Marie-Caroline, dernier exemple? Petite dernière, on va parler de la Jungfrau-Bahn, venant de Suisse. La Jungfrau-Bahn est une... C'est du chemin de fer, ça, non? C'est du chemin de fer. C'est une compagnie, c'est le plus grand chemin de fer de montagne de Suisse. Donc, en fait, vous prenez un petit train pour monter à la Jungfraujoch à 3454 mètres d'altitude. Et pourquoi c'est du luxe? Quand vous arrivez en haut et que vous avez une vue exceptionnelle et qu'en plus, vous avez un certain nombre de services qui vous sont proposés, vous avez payé 200 € pour monter et redescendre. Et donc, en plus de cela, pour nous, c'est une compagnie qui est très intéressante, qui a des marges EBITDA à 45%. C'est une compagnie qui est net cash. C'est une petite compagnie, seulement 671 millions pour sa capitalisation boursière. Et c'est surtout un endroit qui est très visité par les touristes asiatiques, puisque 1 million de touristes sont montés là-haut et 70% étaient des touristes asiatiques. Bon, voilà, on aura voyagé avec vous, Marie-Caroline Fonta et Rafi Baliosian pour le fonds DGC Frank Muller Luxury Fund. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Laurent. Ce numéro de Tendance de fonds est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.